Recording is on. Donc, bienvenue dans cette session sur travail hybride et conduite du changement optionnel qu'on avait vu ensemble. Donc, dans cette petite heure, l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges et d'avoir des échanges qui nous permettent d'exprimer, de sortir avec 3 ou 4 best practices qui sortiraient de nos réflexions, soit best practice, soit points de vigilance particuliers qu'il nous semblerait utile de garder en tête à l'issue d'un brainstorm. Des introductions pour voir comment nous percevons ça, comment vous percevez ça. Autour de la motivation, et bien évidemment, le travail de conduite du changement, c'est entre autres, pas seulement, mais d'aider les gens à bouger. Donc, motivation et bouger, ça a un lien commun. J'ai envie de faire un tour de table sur 3 dimensions de la motivation, du modèle de l'autodétermination de Deci et Ryan qu'ils ont pu. Ces 3 composantes de la motivation d'après Deci et Ryan. Le premier, c'est la capacité à faire soi-même ses choix. Le deuxième, c'est être connecté aux autres et de se sentir peut-être sécurisé par l'environnement. Et le troisième composant de cette autodétermination, c'est la compétence. Donc, est-ce qu'on peut exercer davantage sa compétence? On va passer sur chacun des 3. Donc, pour l'instant, il y a une large majorité. Je suppose que vous voyez comme moi vos résultats. Oui, une assez large majorité sur c'est plus facile de prendre soi-même ses choix quand on est en télétravail. C'est assez intuitif. Sur la deuxième question, donc sur la relation sociale, connectedness en anglais dans le modèle. Et sur relation sociale et la traduction classique qui est donnée à ça. Donc, plus facile, plus difficile et identique. Qu'en pensez-vous? C'est assez intéressant. Donc, sensiblement pareil à 75% et à 25% plus difficile. C'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que je vais vous montrer instantanément les résultats de l'enquête qui a été menée sur un certain nombre de milliers de personnes dans des cultures et des sociétés, des entreprises différentes, qui, comme vous, disent que l'autonomie était évidemment plutôt plus facile en télétravail, que la relation est clairement plutôt plus difficile. Et en fait, sur un très grand nombre de votes, il y a une légère, vous voyez sur ce curseur, une légère majorité qui tendrait à dire que c'est plutôt plus facile d'acquérir des compétences ou d'être concentré, de faire quelque chose de difficile, ce qui est l'explication qui est généralement donnée sur compétences. Donc, je vous dis, ça, c'est le résultat d'un sondage auprès de quelques milliers de personnes, mais j'ai co-animé avec Michael une session vendredi dernier sur le même sujet chez Atos avec 300 personnes de cultures différentes. Et de manière amusante, sur autodétermination, les opinions étaient très, très tranchées. Il n'y avait pas vraiment, comme entre nous, une quasi-unanimité sur l'autodétermination qui semble apparaître ici. En fait, vous aviez un certain nombre de personnes qui disent non, en fait, c'est pas vraiment plus facile parce que les conditions de travail sont avec le bruit des enfants, avec plus de difficultés pour me concentrer. Et donc, en fait, faire des choix, ils sont moins réfléchis, moins calmes. Je suis perturbé dans mes choix. Et donc, en fait, ça ne facilite pas vraiment mon autodétermination. Sur la relation sociale, il y avait une relative unanimité, encore que pour les gens qui étaient amenés à travailler de toute façon avec un mix de gens sur le même site qu'eux et à distance sur d'autres sites, le fait de mettre tout le monde au même niveau de confort ou d'inconfort, selon la manière dont on voit le télétravail, pour eux, améliorer la connectedness, la relation sociale. Donc, non seulement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais pour chacun de nous, la réponse est clairement assez différente. Est-ce que ça amène des réactions, des questions, voilà, soit dans le chat, soit en vous démutant? Moi, j'ai éventuellement une petite question, Jean, qui est petit peu un peu connexe. C'est toi qui as choisi ces 3 leviers de motivation? Non, alors c'est clairement le modèle de Deci et Ryan qui dit autour de la motivation, il y a ces 3 leviers
et c'est ça, c'est les 3 leviers de la motivation chez l'homme, avec, pour Deci et Ryan, un petit complément qui est absolument important quand même à préciser, c'est que ces 3 leviers de la motivation s'appuient, ne sont interprétables que sur la base des valeurs d'une personne, de l'éthique, du fondement d'une personne, des croyances d'une personne. Mais non, ce n'est pas mes choix, c'est mon choix de ce modèle-là parce que j'avais trouvé cette étude autour du télétravail. Parce qu'en fait, je me serais attendu en fait à trouver par exemple le besoin de reconnaissance qui est très très souvent cité dans les leviers de motivation. Alors, est-ce qu'il s'intègre dans un de ces critères ou est-ce qu'il a été sciemment écarté? Alors, c'est un point très, très logique, Alain. C'est clair que la reconnaissance est un des premiers, enfin, n'est pas le premier, mais c'est assez haut dans la, c'est assez bas, je dirais, dans la pyramide de Maslow. C'est un élément extrêmement important. Et pour Deci et Ryan, en fait, c'est un morceau de relation sociale. D'accord. Ok. Tu ne peux être reconnu que si tu es en relation. Et ça, d'une part, ça me paraît pas absurde. Et en plus, le connectedness, la relation sociale, tu peux pas être reconnu si tu te sens isolé, si tu te sens inreconnaissable. Donc, j'ai trouvé que pour le télétravail, ça marchait assez bien. Ça ne veut pas dire, soyons clairs entre nous, que je considère que le modèle Deci et Ryan soit le seul modèle pertinent. Ça ne l'est certainement pas. Mais j'ai trouvé intéressant que les 3 leviers soient découpés autour du télétravail. Ça pourrait d'ailleurs être un sujet qu'on prenne dans une de nos modules optionnels, les travaux sur la motivation, les théories de la motivation, puisque somme toute, la motivation et la conduite du changement, ça s'empliquette un tout petit peu. Merci Alain. D'autres réactions, d'autres surprises ou points que vous voudriez partager? Je vais partager mon écran avec le Google. Simplement, j'ai voulu faire ce slide en disant, juste pour ouvrir le débat, il y a pas mal de dimensions en fait sur lesquelles le travail hybride ou le télétravail va nous impacter dans la conduite du changement. Une des dimensions, c'est la compréhension des parties prenantes, que ce soit l'étude d'impact en amont ou le suivi pendant tout le projet de comment évolue la motivation, la compréhension, l'engagement des parties prenantes. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de cette notion de compréhension des parties prenantes sur lequel on pourrait discuter. Il y a certainement une dimension communication et une dimension formation, très classiquement. Donc, c'est juste pour se dire, ce n'est pas monolithique. Il y a certainement plein de dimensions qu'on peut avoir envie de regarder quand on pense conduite du changement et télétravail. Donc, oui, parce qu'effectivement, réaliser une étude d'impact, on sait que on doit être assez attentif aux perceptions et à la façon dont les gens perçoivent les conditions, et qu'effectivement, il y a beaucoup de messages qui passent en général par la communication non verbale. Et on sait que derrière le filtre de l'écran, ça peut compliquer les choses. Tout à fait, Alain. Oui, pour rebondir sur l'étude d'impact, je suis désolée, moi je suis sur mon téléphone parce que je fais des allers-retours. Pour l'étude d'impact, je trouve que c'est l'étude d'impact et tout ce qui est autour, mais je trouve que c'est difficile de voir les environnements de travail des fois quand on est à distance. On n'a pas vraiment, on fait de plus en plus de réunions en fait en hybride ou en distanciel, et dans ce cas-là, on peut pas percevoir non plus l'esprit au-delà du non-verbal, l'ambiance, etc. d'une équipe ou D'accord. Donc l'ambiance de l'organisation, quoi. L'ambiance équipe, merci. Myriam. Richard, les échanges entre collaborateurs sont plus difficiles lors des formations, donc effectivement, peut-être, ouais, ok. Échange entre collaborateurs. Et donc, quand on ne travaille pas à distance, on se croise dans les couloirs, on échange, les informations circulent, etc. Et en fait, cet échange, c'est pas tellement informel, c'est cet échange non planifié ne peut plus exister. Donc, qu'il soit formel ou informel, quand on est en hybride, on est obligé de le planifier.
on est obligé de le conscientiser, en fait, cet échange. Pour compléter ce que dit Alain, moi je partage complètement, mais je trouve aussi qu'en fait, on touche moins de gens en étant à distance. Il y a des gens au bureau qu'on voit. Si je prends contact avec quelqu'un, si je fais une réunion à distance, je vais viser des personnes bien précises. Je n'ai pas de gens qui s'incrustent. Il n'y a pas des gens que je croise au détour d'un couloir. Donc, je vise moins de monde, en fait. Donc, je peux moins facilement parler d'un projet, par exemple, ou du pourquoi d'un projet à beaucoup de monde. Je m'adresse forcément à des personnes bien identifiées à distance. C'est une espèce de perte d'interlocuteur. Les interlocuteurs de hasard, en quelque sorte, ceux-là, tu les retrouves pas. Oui. Je pense que le travail d'ambassadeur est plus dur et plus difficile, du coup. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur le travail d'ambassadeur? Plus difficile peut-être, sûrement. Comment est-ce que ça veut aussi dire qu'on compte encore plus sur eux dans ces moments-là, parce que c'est eux qui quand même sont les plus proches du terrain, même si c'est un terrain virtuel? Donc, oui, on pourrait dire qu'on compte plus sur eux à condition de réussir à maintenir l'engagement. Au bout d'un moment, il y a une usure qui s'installe aussi, à vouloir tout le temps évangéliser. Et quand on est à distance, il y a un moment où on s'épuise un peu. Est-ce que d'usure des ambassadeurs et des conducteurs du changement? Oui. Je suis désolée pour le bruit, je suis encore dans la rue. Et aussi, on a une vraie perte d'informations parce que les gens n'osent pas forcément nous contacter. Quand on est en distanciel, il y a moins de contacts faciles, on s'arrête moins pour un café, les gens viennent moins vers nous parce que si on n'est pas toujours en vert sur Skype ou si on ne semble pas disponible, les gens vont garder leurs questions et après, elles seront juste ignorées et les problématiques vont persister. Merci Olivia. Pas de retour, les gens vont garder leurs questions parce qu'ils ne nous voient pas. Après, à l'inverse, moi, j'avais des personnes qui me disaient que, en fait, tout ce qui est, pour rebondir un peu sur ce que disait Alain aussi, tout ce qui était informel, etc., ils le faisaient beaucoup par le chat, sur Teams notamment, en fait, ce chat, s'envoyer des petits messages, etc., ça remplaçait en quelque sorte l'informel quand on est au bureau, quoi. Certaines personnes arrivent à faire comme ça. Le chat de Teams peut remplacer l'informel. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un truc générationnel là? J'ai horreur de ce genre de cliché, mais en même temps, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous êtes quand même avec des âges un peu différents dans notre belle salle virtuelle. Moi, je trouve pas, parce que je trouve que tout le monde, chez nous, en tout cas, tout le monde s'y est mis au chat, à Teams. Enfin voilà, on s'écrit facilement, quel que soit l'âge. Moi, je trouve que ça n'a pas. Non, la génération n'est pas dans l'affaire. D'accord. Moi, je partage l'avis, c'est pas générationnel, c'est technique. À la GSS, comme chez BNP, ils n'ont pas encore fait leur migration et donc ils sont toujours sur Skype. Une partie des équipes sont sur Teams, une partie des équipes utilisent encore Skype et donc de fait, on ne peut pas avoir cette communication parce qu'on n'a pas de médias communs. Appel à des outils différents. J'aimerais bien que vous développiez un peu ça. Quand vous parlez de faire appel à des outils différents, à quoi pensez-vous, par exemple? Écoute, c'est moi qui ai mis ça. En fait, ça part de ce que j'ai indiqué en dessous aussi. En fait, je me suis dit, on peut pas faire de formation, par exemple, sur site. Je prends un exemple. On a besoin de faire une formation dans une usine où il y a des machines, des choses comme ça. À la base, on ferait ça effectivement sur site, quoi, vraiment dans l'environnement de travail. Là, c'est plus possible. Donc, il faut imaginer parfois des outils différents. Je pense à des outils de simulation, je ne sais pas quoi d'autre, des jeux peut-être qui vont nous permettre de rendre une certaine dimension concrète qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Merci Alain. Je pense que ça vaut la peine effectivement tout à fait de préciser ça. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi l'outil me fait quelques misères, mais donc jeu et gamification. Moi, je sais que j'ai eu à faire des formations sur un changement, une réorganisation importante de notre groupe.
Et ce que j'aurais fait normalement en ayant un réseau de champions sur tous les sites, avec des formations sur site pour qu'il y ait des vrais échanges pendant une demi-journée ou quelque chose comme ça, on l'a remplacé par des petits modules de formation de quelques minutes ou des e-learning un tout petit peu plus longs, mais beaucoup de modules très très courts, de petites vidéos, de petits questionnements, etc. Et on les a embarqués dans une empaquetés, si j'ose dire, dans une appli gamifiée où à chaque fois que quelqu'un prenait une formation, il avait un certain nombre de points, et à chaque fois qu'il prenait l'évaluation d'une formation ou d'une connaissance, il reprenait des points. Et dans chaque grande structure qui était créée et auquel on voulait apprendre aux gens à se reconnaître et à comprendre ce qui s'y passait, on a mis en jeu en fait une tablette sur chacune de ces grandes structures pour la personne qui, au bout de 3 mois ou de 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus exactement, avait le meilleur score. Et ça a super bien marché dans certaines cultures. Pas à 100%, mais ça a entraîné un taux de fréquentation des modules certainement supérieur à celui qu'on aurait eu dans la mesure où nous ne voulions pas que ces modules soient rendus obligatoires. La carte physique des parties prenantes sur les impacts géographiques, qu'est-ce que tu veux dire par là? La question s'adressant à Alain peut-être. Oui, absolument. Ça me faisait penser à quelque chose. Dans un bouquin que j'ai lu, il faisait référence au fait d'intégrer parfois les collectifs, les regroupements qui peuvent se faire. Alors, en voyant au-delà du service, je m'explique. On a eu un changement à conduire, par exemple, dans un service comptabilité, gestion ou quelque chose comme ça. Le premier réflexe, ça va être de dire, par exemple, je vais identifier mes cibles en tant que, par exemple, tous mes contrôleurs de gestion. Puis j'ai une seconde cible qui est tous les comptables, parce qu'ils ont le même type de rôle. Mais parfois, on oublie qu'il peut y avoir des regroupements qui sont à faire, qui se font d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un regroupement qui se fait avec tous les gens qui sont dans le bâtiment B, qui font peut-être partie de ma cible, et qui sont un mélange de comptables, de contrôleurs de gestion et que sais-je, simplement parce qu'ils partagent le même bureau, qu'ils communiquent ensemble ou qu'il y a une espèce de leader qui les regroupe. Et donc, en fait, cette notion de communauté géographique, on pourrait appeler ça un petit peu comme ça, qui n'est pas visible dans un organigramme, eh bien, on perd complètement cette dimension-là. On risque complètement de perdre la dimension géographique parce qu'on on ne nous met pas le nez dedans en allant les voir. Si je reforme bien, non seulement c'est vrai, mais c'est très fondamental. Si on repense à la notion de culture et de pacte implicite, on risque de tomber sur des gens qui ont le même pacte implicite et qui échangent et de n'absolument pas le voir si on ne les connaît pas. Qu'est-ce que vous en tirez comme vigilance en période de télétravail ou en généralisation du travail hybride? Qu'est-ce que ça vous conduit à vous poser comme question? Il faut peut-être regarder s'il n'y a pas une sorte de carte implicite dont il faudrait se préoccuper et qui n'est pas visible. Je dis carte, c'est le terme qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas si c'est le plus adapté. Mais... Découvrir la carte physique qui n'est pas ou qui n'est plus évidente. Parce que, quoi d'autre? Moi, en termes de suivi de parties prenantes et au-delà des impacts, je me suis aperçu qu'on a beaucoup développé les sondages pendant les confinements pour être sûr de garder le pouls des gens sur les projets. Là où on se serait probablement auparavant contenté, peut-être à tort, d'avoir les feedbacks des réunions, les feedbacks informels, ce qu'on sentait dans les réunions présentielles. On a systématisé des évaluations en général mensuelles sur les groupes de parties prenantes qui nous semblaient les plus critiques et en faisant 2 choses. En partageant ça sans langue de bois avec le management et leur management, y compris quand c'était inconfortable et y compris quand ça leur disait ben non, là, voilà, personne ne vous croit, grosso modo.
c'est bien ce que vous avez dit, mais personne n'y croit. Et en ayant un retour tout aussi honnête, ce qui a surpris et parfois choqué, vis-à-vis des personnes sondées elles-mêmes. Donc, on leur a vraiment restitué ce qu'ils nous disaient. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on a continué à faire une fois que l'habitude était prise. Maintenant, on le fait systématiquement, bien qu'on soit revenu. Enfin, on est revenu en travail hybride. Je ne sais pas, on en parlait avec Séverine tout à l'heure. Je crois que chacun de nous a des expériences un peu différentes en termes de retour au bureau ou de travail hybride, mais d'une manière générale, j'ai l'impression que beaucoup de pratiques qu'on a acquises dans ces moments-là, j'allais dire malgré nous, par la force des choses, sont quand même pas mal entrées dans nos méthodologies. Si je le disais avec, permettez-moi un moment d'humour, 3 ou 4 points à retenir qu'il faudrait que je rajoute dans le cours, qui manquent dans le cours tel que nous l'avons fait dans les modules précédents de ce cours. Qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute comme 3-4 idées? Vas-y, Olivia. La gamification, ça marche. Ah, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah, super. Que vraiment la gamification marche très bien et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, alors surtout quand on fait de l'animation en présentiel, mais en distanciel, s'il n'y a pas de gamification, s'il n'y a pas de... c'est de la communication one way, très souvent, enfin, on perd une grande partie des personnes. Et donc, pour moi, la gamification, peu importe l'audience, ça marche très bien. Merci, je ne sais pas si tout le monde est d'accord. S'appuyer sur de nouveaux outils, notamment la gamification. Il n'y a pas trop de choses écrites, par exemple ici. Rôle des ambassadeurs. Fatigue, à prendre en compte. Attention à leur fatigue. Et en même temps, développer et chat et échange. Je me pose la question en lisant un petit peu tout ce qu'on a écrit finalement. Est-ce que on peut pas, d'une certaine manière, synthétiser, enfin une partie en tout cas, en se disant que si on fait un travail d'accompagnement ou de conduite du changement dans un cadre hybride, il faut être vigilant à aller chercher les informations au-delà du visible, dans le sens où en fait on va pas pouvoir se contenter comme on le ferait peut-être en présentiel de ce qui transparaît, de ce qu'on va découvrir, percevoir, etc. Mais qu'il va falloir être beaucoup plus préparé, beaucoup plus creuser les informations, être beaucoup plus critique quand on va collecter des informations pour les traiter. Et ça me semble vrai aussi bien quand dans ce qu'on a parlé en termes de suivi des parties prenantes, qu'en termes de communication, en termes de formation. Il va falloir aller toujours un petit peu plus loin que la première couche qui sera la première visible. Merci Alain. J'ai restitué ça, corrige-moi si j'ai biaisé. Vigilance à aller chercher ce qui n'est pas visible, creuser davantage et être critique de ses propres présupposés, de ce qu'on imagine être vrai et qui... Déjà, on est victime de ces biais, je veux dire, c'est déjà une des grandes difficultés. Mais là, c'est 1000 fois plus facile de tomber dans ces biais à distance. Je crois que c'est un point important que tu as évoqué. Est-ce que vous voyez un autre point que vous voudriez partager avec les petits camarades dans la prochaine série de cours? Je changerai 3 par 4, le cas échéant, sans grande difficulté. Peut-être une évidence qui est tellement évidente qu'on ne le dit pas, mais l'importance d'avoir des outils de communication adaptés en place. Ce sur quoi on était plus ou moins prêt. Olivia, Alain, vous étiez dans des situations très différentes, par exemple, en termes d'équipement des structures. Et c'est vrai aussi en termes de gamification. La gamification, on peut en faire un peu au pied levé. J'en sais quelque chose, mais c'est quand même pas mal d'avoir une plateforme, d'avoir des outils, des squelettes d'applications, par exemple, qui rendront les choses assez faciles. Et d'avoir eu le dialogue avec les partenaires sociaux qui le permet aussi.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant toutes depuis le premier confinement, depuis que j'ai voulu faire pas mal de gamification, en fait, je n'ai jamais pu en faire en Allemagne parce que l'équivalent du CSE en Allemagne nous a bloqués. Et je veux démontrer que je sais compter jusqu'à 4. C'est extrêmement important. Voilà, 4 points. Le mot de la fin, avant de se séparer, notre prochaine réunion planifiée sera donc le 5 octobre, puisque on avait d'abord le lundi et puis